Alors dans les vidéos précédentes, on a abordé le sujet des hormones et de l'anatomie qui vous ont déjà donné un aperçu de l'accouchement par voie basse physiologique. Là, dans cette vidéo, je vais rentrer vraiment précisément dans chaque étape du travail. Donc vous allez pouvoir vraiment vous projeter sur comment ça se passe un accouchement physiologique. Donc je vais commencer en vous rappelant les différentes étapes. Vous vous souvenez, pendant le travail, il y a vraiment pendant l'accouchement, on commence par cette phase de travail, donc cette phase de contraction utérine qui amène le col à se dilater. On appelle ça la première phase du travail. Suite à cette première phase, on a une phase donc de descente, d'engagement du bébé au niveau du bassin, avec une rotation de la tête du bébé en fonction de la position de la maman. Et puis cette phase de naissance, donc ça c'est la deuxième phase du travail. Et la troisième phase du travail, sans laquelle l'accouchement n'est pas terminé, c'est la délivrance du placenta. Donc on va parler de ces trois phases en détail et vous allez comprendre ce que vit la mère à chacune de ces étapes et quelles sont les attitudes qui aident et qui favorisent le changement d'étape. Donc on va commencer par le début du travail. Comment ça se passe, comment on se met en travail et qu'est-ce qui se passe au démarrage? Donc le démarrage du travail, c'est une phase qu'on appelle la phase de latence. Donc, comme son nom l'indique, c'est une phase qui se met en route de manière un peu lente. On appelle ça aussi la phase d'embarcation. Parfois on appelle ça aussi le pré-travail. Voilà, c'est le moment du démarrage où les contractions se mettent en place. Alors la contraction utérine, qu'est-ce que c'est? Donc c'est bien le muscle utérin qui petit à petit va augmenter en tension. Donc on a vraiment l'image de la vague. Il y a une contraction qui se met en place progressivement, qui atteint un sommet d'intensité et qui redescend. Et donc le travail, c'est cette alternance de contraction et de relâchement utérin. Donc on sent que l'utérus est contracté parce qu'il est dur, il est vraiment très dur, comme un muscle qui est complètement contracté, ça fait une boule très dure. Dans cette explication du travail, ça va être difficile de vous donner un tempo précis et des indications précises de temps parce que chaque femme vit sa physiologie, c'est-à-dire son rythme à elle, son rythme de contraction. Et donc je vais vous donner des indications un petit peu larges, mais souvenez-vous bien que vous allez vivre un travail qui est unique, comme on l'a dit au début de notre parcours. Votre travail sera le vôtre et on ne peut pas donner des repères exacts ou précis. Ce qui est important de rappeler, c'est que donc, le cadre, l'environnement et votre état d'esprit vont influer sur la sécrétion hormonale et on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc le travail débute avec cette phase de latence. Donc, vos contractions ont commencé, elles sont encore irrégulières en fréquence. Donc une contraction, peut-être toutes les 10 minutes, plus rien pendant 20 minutes et ça reprend. Vous en avez deux qui arrivent toutes les 5 minutes et puis il y a une pause. C'est très irrégulier dans la fréquence et c'est aussi irrégulier dans l'intensité. Donc elles ne sont pas encore très fortes. Vous sentez que vous pouvez encore continuer le cours de votre vie. Vous pouvez peut-être être à l'extérieur, faire du shopping et sentir que ça se met en place. Mais vous n'arrêtez pas tout puisque vous pouvez à peu près encore vivre votre vie normale. Moi je me souviens d'une journée où j'avais des contractions de début de phase de latence. Et je sentais qu'il se passait quelque chose, mais ça avait du mal quand même à monter au cerveau. Donc j'avais ces contractions, mais je ne me suis pas du tout arrêtée de vivre. Donc j'ai continué ma vie normale. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, si c'est bien le travail, ces contractions, elles vont se régulariser et elles vont se rapprocher. En général, donc ça commence de manière latente, c'est-à-dire assez douce. C'est pas toujours le cas, donc petit warning, et ça va être beaucoup comme ça quand je vais vous parler du travail, c'est qu'il y a la règle générale et puis il y a toutes les particularités qui arrivent. Pour certaines femmes, le travail commence d'emblée assez fort, avec des contractions assez intenses, et il n'y a pas cette phase d'embarcation un petit peu douce. En général, pour les deuxième, troisième bébés, ça peut aller plus vite, ça peut rentrer en route de manière plus intense. Comment ça se passe concrètement? Vous savez que ce début de travail, il peut avoir lieu au cours du 9e mois, c'est-à-dire votre bébé est à terme.
Si vous êtes expatrié et que vous n'accouchez pas dans votre lieu de vie, donc vous avez voyagé pour votre accouchement, vous avez déjà réfléchi en amont à la mise en place de ce travail. Qui sera la personne à vos côtés? Est-ce que vous souhaitez avoir quelqu'un à vos côtés dès le début? Et qui sera cette personne qui sera disponible pour être proche de vous, à l'écoute de vos besoins? Donc pendant cette phase de latence, ce démarrage des contractions, vous allez pouvoir faire différentes choses. Évidemment, vous avez compris que ça y est, ça se met en place et vous allez finir, on appelle ça le nid, votre petit nid, l'endroit où vous allez accueillir votre enfant. Vous allez vérifier que tout est OK. Donc, finir de préparer votre valise. On vous met un petit PDF pour avoir une checklist opérationnelle. Vous allez, si vous avez d'autres enfants, évidemment prévenir les personnes qui seront chargées de s'occuper d'eux pendant que vous accouchez. Vous allez mettre en place ces petites choses pratiques qui vont vous permettre ensuite de débrancher votre cerveau et d'être paisible avec la logistique. Une bonne chose à faire en début de travail, si vous vous sentez bien évidemment, c'est d'aller marcher. Vous pouvez aller dans un lieu proche de votre domicile où vous vous sentez bien, évidemment peut-être pas un parc avec énormément de monde, mais si vous avez un jardin ou un endroit agréable où vous pouvez marcher avec la personne qui vous accompagne, c'est un plus parce que la mobilisation vient aider le bébé à appuyer sur le col et donc c'est favorable. Si c'est la nuit, vous n'êtes pas obligé de vous lever tout de suite, etc. Vous pouvez rester dans votre chambre avec la lumière tamisée. Essayez peut-être de vous rendormir si les contractions sont irrégulières. Vous pouvez peut-être continuer à vous reposer. Vous pouvez mettre de la musique si c'est quelque chose qui vous apaise. Avoir une playlist avec les musiques qui vont vous aider petit à petit à rentrer dans cette détente, dans cette relaxation et aussi dans cette concentration. Je vous conseille d'avoir des petits snacks à portée de main, donc des fruits secs, des choses que vous aimez manger, ça peut être des fruits, voilà. Pensez à des petites choses qui vont vous donner de l'énergie parce que vous savez que vous êtes parti pour un travail qui va durer plusieurs heures. Donc là, je ne vais pas vous dire 10 heures, 12 heures, on ne sait pas, mais pour un premier, en général, il faut plusieurs heures. Donc c'est la phase du travail où vous pouvez encore avoir cette envie de manger quelque chose, aussi de vous hydrater. Donc une boisson qui est bénéfique, c'est la tisane de feuilles de framboisier que vous pouvez déjà prendre tout au long du 9e mois. Cette tisane, elle renforce la contractilité utérine, donc elle est positive pour avoir des contractions efficaces. Donc vous pouvez boire. Quelque chose qui est très facile, si vous avez évidemment une baignoire, c'est de prendre un bain chaud. Alors l'eau chaude, hein, vous savez, ça détend énormément, ça vient relâcher toutes les tensions musculaires et donc pour accoucher, on a besoin d'être relâché. Donc vous pouvez prendre un bain chaud. Évidemment, vous n'allez pas y rester 5 heures, en général c'est 1 heure dans le bain chaud. Et si les contractions s'arrêtent, c'est que peut-être ce n'était pas tout à fait le bon moment et elles vont peut-être repartir quelques heures plus tard, 24 heures plus tard. Donc c'est aussi une manière de vérifier si c'est bien le début du travail. Le bain chaud, et je trouve que le bain chaud aussi, si votre compagnon est là, s'il est disponible, si c'est lui qui va vous accompagner pendant l'accouchement, ça peut être le moment aussi de faire un câlin, un moment cocooning. Donc vous avez compris que l'ocytocine, elle se nourrit de la relation, de cette sensation de lien avec le conjoint, et donc vous voulez sécréter de l'ocytocine à fond. Vous prenez du temps pour être en contact peau à peau avec votre conjoint. Quelque chose qui est très sympa aussi, que moi j'ai eu l'occasion de faire pour mon premier accouchement, c'est de cuisiner un gâteau au chocolat, un gâteau très simple. Donc vous faites une recette, donc déjà vous êtes content parce que vous aurez de quoi déguster après l'accouchement, à la naissance. Vous serez content d'avoir un bon gâteau. Mais il y a aussi ce processus de création et puis vous êtes concentré sur votre recette, donc vous dérivez un petit peu l'attention sur autre chose. Pour finir cette partie sur la phase de démarrage, il y a un point qui pour moi est le plus important de tous. Si vous devez retenir une chose, c'est celle-là. C'est que les contractions de la naissance, c'est bien une alternance donc de contractions utérines et de repos. Et ce que je veux vous inviter à faire, c'est de vivre pleinement ce repos entre les contractions.
Parce que entre deux contractions, l'utérus est relâché et donc vous n'avez plus de sensation douloureuse, vous n'avez plus cette sensation de tiraillement dans le bas du ventre ou dans le bas du dos. Et c'est le moment de vivre cet instant pleinement. Et ce que je veux dire au papa ou au conjoint ou à la personne qui accompagne, c'est d'aider donc c'est la maman, la femme qui accouche, à sentir que l'utérus commence à se relâcher et déjà lui dire, en posant la main sur le ventre, ça y est, ça se relâche, profite de ce relâchement, accueille ce relâchement et vis-le pleinement, parce qu'on peut avoir tendance à anticiper un peu et à craindre un peu la contraction suivante. Donc moi, ce que je vous dis, et c'est beaucoup de sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, je pense notamment à Jacqueline Lavillonnière, qui le dit très bien, anticipez sur le relâchement. Quand ça commence à relâcher, habitez déjà le relâchement, plutôt que d'anticiper sur la contraction suivante. Et goûtez cette paix qu'il y a entre deux contractions. En mémoire, petit mémo pour la phase de latence, donc ce démarrage de l'accouchement. Souvenez-vous que l'intervalle entre deux contractions peut être variable et l'intensité, c'est-à-dire la puissance de la contraction, est variable. En général, les contractions sont encore relativement courtes, c'est-à-dire qu'elles peuvent durer 30 secondes. Plus tard, elles vont s'allonger, mais là, elles sont encore relativement courtes. Le repos, la relaxation, le bain peuvent arrêter les contractions à ce moment-là. Et c'est pas grave, sachez bien qu'elles vont redémarrer au moment où ce sera le travail actif. Donc ne vous inquiétez pas, soyez prêts à vivre quelque chose d'un petit peu irrégulier. Et c'est un moment qui peut être très chouette quand on est préparé à vivre ce moment à deux, chez soi. C'est vraiment un moment qu'on vit à la maison, le démarrage du travail. Donc vous ne précipitez pas à la maternité dès les premières contractions. Laissez venir, laissez le rythme se mettre en place et profitez de ce moment qui est un petit peu suspendu. Voilà, ça démarre pour vivre quelque chose de sympa avec votre conjoint si c'est lui ou avec la personne qui est avec vous. Vous êtes encore à la maison, vous êtes encore confortable, donc profitez-en pleinement. Une fois que la phase de latence est terminée, c'est qu'en fait on passe en phase active du travail. On est toujours dans cette première phase de dilatation du col. Ce qui change, c'est qu'en phase active, en fait, les contractions, ça y est, elles sont régulières. Elles reviennent comme un métronome, toutes les 5 minutes, au début toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, et puis même toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes à la fin du travail. Donc vous voyez qu'il y a cette dimension plus intense parce que le temps de repos est beaucoup plus court entre les contractions. Et elles s'allongent aussi, donc elles peuvent durer plus longtemps, elles peuvent durer 1 minute. Vous avez compris que ce n'est pas 1 minute sur un plateau haut, c'est vraiment une montée en puissance et un relâchement, d'accord ? Mais elle va aller plus loin dans l'intensité de la contraction. Le mot qui est à retenir, c'est la montée en puissance. Et pour la personne qui va être avec vous, pour vous messieurs qui allez accompagner donc votre compagne, vous allez voir cette montée en puissance. Vous allez bien voir que les contractions, elles se rapprochent. Et donc, vous allez noter, ça va vous donner une idée de où on en est dans l'accouchement. Vous allez observer aussi que votre femme, à ce moment-là, elle va se recentrer. C'est plus le moment de gérer le départ des enfants, le sac. Elle se recentre complètement sur ce qui se passe à l'intérieur de son corps et c'est comme ça qu'elle va pouvoir vraiment traverser ses sensations et les accueillir. Donc ce recentrement, il est super important. Cette phase-là, le col, on l'appelle la phase active parce que là, le rythme de la dilatation du col, il est plus rapide. Mais ça, vous le saurez une fois qu'un professionnel de santé, une sage-femme, un médecin, aura fait un examen clinique. Vous ne savez pas à ce moment-là à quel niveau de dilatation est le col. En général, quand vous observez cette montée en puissance, c'est à ce moment-là, si vous avez choisi d'accoucher en clinique, à l'extérieur, en maternité, c'est à ce moment-là qu'on se dirige vers la maternité. Le grand conseil à donner à la femme qui accouche, c'est à ce moment-là de se laisser aller au niveau de la régression. Donc je fais rappel sur ce qu'on avait dit dans la première vidéo sur les hormones, c'est que l'ocytocine et puis les endorphines avec la prolactine, elles ont toutes ce même effet sur vous, c'est de vous aider en fait à vraiment relâcher les tensions,
à basculer dans quelque chose qui pour vous va être instinctif. J'imagine bien que c'est un peu abstrait quand on ne l'a pas vécu, mais pour l'avoir vécu, je peux vous dire qu'à un moment donné, on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qui se passe et de se laisser aller avec la sensation. Donc la phase active, c'est ce moment où on lâche prise, parce que ça va plus loin que ce qu'on imaginait. On n'imagine pas que la sensation va être intense comme ça, et donc on se laisse aller, on accepte le travail que son corps est en train de faire. On se dit bien que ces contractions, elles ont un effet qui est hyper important, c'est qu'elles ouvrent le col et elles permettent à l'enfant de descendre. Donc c'est ces contractions qui vont nous permettre de rencontrer notre enfant. Et donc en ayant cette idée en tête, on accepte ces contractions qui viennent et qui repartent. J'ai un mot important à vous dire sur ce changement d'état de conscience. Vous comprenez que dans notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle, dans notre vie quotidienne, on travaille, on est tout le temps connecté à notre cerveau cortical, donc ce cortex qui est le cerveau analytique, le cerveau de la réflexion. Quand on accouche, vous avez vu, c'est l'hypophyse, donc c'est une glande qui est située à la base de notre cerveau. C'est cette hypophyse qui sécrète toutes les hormones dont on a besoin pour accoucher. Et donc l'idée, c'est de laisser pleinement ce cerveau qu'on appelle reptilien, c'est le cerveau qu'on a en commun avec tous les mammifères, de laisser ce cerveau jouer son plein potentiel et le laisser pleinement agir. Et quand on met de la réflexion, quand on a aussi des peurs, des inquiétudes, elles peuvent bloquer en fait cette sécrétion hormonale. C'est pour ça que tout ce qui se passe autour de vous va avoir un impact sur comment vous allez produire ces hormones. Donc on a parlé du démarrage, de cette phase de latence, on a parlé de la phase active où les contractions sont régulières, elles sont fréquentes, elles sont intenses, on peut dire qu'elles sont douloureuses. Mais cette douleur, elle est acceptable, c'est pas de la souffrance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas écrasé par cette douleur, vous savez comment l'habiter et comment la traverser. Et on fera une vidéo après uniquement sur les ressources que vous allez mettre en place pour gérer cette douleur. Cette phase active, elle va permettre au col de s'ouvrir jusqu'à 10 cm. C'est cette phase où en fait l'utérus communique avec le vagin, donc votre bébé peut s'engager dans le bassin. Ce qui se passe, c'est que quand votre bébé va s'engager, il va venir buter ici sur les muscles du périnée, d'accord ? Et en particulier les muscles transverses du périnée, comme vous pouvez voir sur l'image. Et cette sensation du bébé qui appuie sur le périnée, ça va entraîner des sensations qui sont nouvelles pour vous. Autant auparavant vous aviez une alternance de contraction et de repos, autant au moment où le bébé pénètre au niveau du bassin et notamment au niveau du périnée, vous allez sentir que les sensations sont différentes. Et à ce moment-là, ça peut vous faire perdre pied. C'est-à-dire que vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il y a une décharge d'adrénaline qui arrive, et très puissante. Souvent, les femmes, à ce moment-là, disent des choses qui font très peur aux hommes, mais qui peuvent dire oh, « j'en peux plus, j'ai envie de mourir, arrêtez tout, mettez-moi la péri, foutez-moi la paix ». Enfin, c'est une espèce de décharge d'adrénaline hyper forte. C'est bon signe, c'est que l'accouchement est imminent, que vous êtes prête à mettre votre enfant au monde et qu'à ce moment-là, il faut juste rassurer la femme qui accouche en lui disant « tu as fait le plus gros, ton bébé est là, on va rencontrer notre enfant, continue à respirer, à souffler, apaise-toi ». Et ça passe, et cette phase passe puisque très rapidement après, le réflexe de pousser intervient, c'est-à-dire que le corps, en sentant la tête du bébé qui arrive sur le périnée, enclenche un réflexe d'expulsion qui est en fait une contraction très puissante des muscles abdominaux transverses, donc c'est les abdominaux qui sont les plus profonds et qui vont se contracter puissamment pour faire naître votre enfant, indépendamment de votre volonté en fait. Donc c'est assez extraordinaire le corps humain. Une fois que quand tous les mécanismes se mettent en place, le corps est capable de faire naître l'enfant sans intervention volontaire, sans réflexion. On n'a pas besoin de penser à comment pousser ou comment respirer en fait. Le corps le fait. Ça s'appelle le réflexe de Ferguson ou le réflexe expulsif. Plus votre bébé arrive vite sur votre périnée, donc plus vous êtes dans des postures qui l'aident à descendre,
Si vous êtes sur le côté, il peut arriver très vite, il n'a même pas besoin de faire cette rotation dans le bassin. Et plus donc le bébé arrive vite, plus vous avez un réflexe expulsif qui est puissant, plus votre bébé va naître rapidement. Ce qui se passe au moment de la poussée, c'est la même chose que ce qui se passe quand vous expirez. C'est pour ça que l'expiration, elle est si importante. Quand vous expirez, vous vous souvenez, votre diaphragme, il remonte, il attire avec lui tous les organes de l'abdomen, et les abdominaux serrent, plaquent l'utérus en ceinture. Donc à l'expiration, au moment de la poussée, en fait, votre bébé est plaqué grâce aux abdominaux contre votre colonne, et ainsi, c'est un démoulage. Votre bébé, il va pouvoir sortir, l'utérus est maintenu, et la force de la contraction, elle appuie juste sur votre bébé. Donc c'est pour ça que l'accouchement physiologique est si intéressant. C'est qu'en fait, dans l'accouchement physiologique, on n'est pas là en train de pousser en forçant, on laisse ce démoulage se faire naturellement. Et donc ça implique évidemment une bonne posture et un bon accompagnement pour reconnaître et être accompagné dans cette phase intense. Une fois que la tête est passée, le reste du corps suit très très facilement. Un petit mot sur les postures d'accouchement. De façon classique en France, mais puisque les femmes sont en grande majorité sous péridurale, elles sont installées dans une position qui facilite l'examen et la présence du médecin. Donc on parle de position gynécologique, c'est-à-dire de position où les femmes sont assises, enfin semi-assises, avec les pieds dans les étriers, enfin plutôt les mollets dans les étriers, les genoux en général un petit peu écartés, et c'est une position qui a été créée entre guillemets, parce que c'est pas une position qu'on prendrait naturellement, évidemment, si on n'avait pas de lit d'accouchement, pour faciliter le travail du médecin et pour permettre au médecin de faire un geste médical si nécessaire. Cette position-là, elle n'est pas physiologique pour la bonne raison qu'elle bloque le sacrum. Vous vous souvenez du sacrum? On a dit que pendant l'accouchement, il était amené à reculer, à être mobile vers l'arrière. Donc quand une femme est assise sur un lit d'accouchement, évidemment le sacrum, il peut difficilement bouger en arrière. Donc ça c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est qu'une femme qui est en position gynécologique classique, c'est-à-dire elle a plutôt les genoux écartés, quand on écarte les genoux, vous pourrez faire le test chez vous dans votre lit, quand on écarte les genoux en papillon, en fait on vient fermer les ischions. Donc pour ouvrir les ischions, en fait il faut faire le mouvement inverse, il faut rentrer les genoux en chasse-neige. Donc sur une table d'accouchement, si vous accouchez sur une table d'accouchement parce que vous êtes en salle de naissance médicalisée, c'est possible de faire des petits aménagements, mais ça, pareil, ça se prépare un peu en amont. Dites à votre sage-femme, position gynécologique, pourquoi pas, mais attention, position physiologique, position gynécologique aménagée, pour favoriser l'ouverture du détroit inférieur. On a parlé de cette phase de travail, de dilatation du col, d'engagement dans le bassin avec ce réflexe expulsif qui va entraîner cette naissance de manière réflexe et tout à fait spontanée. Une fois que votre bébé est passé et une fois que la tête est passée, la sage-femme donc peut retenir la tête pour contrôler un petit peu la sortie, éviter les déchirures. Et elle peut faire une phase de restitution de la tête, c'est-à-dire elle peut aider la rotation des épaules et ensuite votre bébé sort complètement facilement une fois que la tête et les épaules sont passées. Le reste du corps sort très facilement et là on vous pose votre enfant sur vous et c'est un moment extraordinaire que je vous invite à savourer pleinement. Ça a été intense et donc on est encore un peu sous le coup de l'émotion, évidemment. On est complètement pris par l'émotion. Mais je vous propose, si vous voulez, de découvrir par vous-même le sexe de votre bébé. Si vous ne connaissez pas le sexe de votre bébé, c'est le moment pour regarder ensemble quel est le sexe de ce bébé. Et en général, il n'y a rien d'autre à faire que juste de profiter de l'instant. Profiter de ce moment. Essayez de vraiment garder cette petite bulle autour de vous, de ne pas vous laisser perturber par ce qui se passe autour. C'est unique,
c'est le premier regard. Les bébés, ils pleurent en général un petit peu, mais pas forcément. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre sa première respiration. Ça, en général, la sage-femme est là pour vérifier que la respiration se met bien en place. Les bébés à la naissance, en général, ils sont pas colorés, ils sont plutôt un peu blancs, mais ils vont se colorer petit à petit. La sage-femme réchauffe votre bébé avec la petite serviette que vous aurez préparée, elle va l'essuyer aussi, parce qu'on veut que votre bébé reste bien au chaud. Donc il est placé en peau à peau contre vous, c'est-à-dire son ventre contre votre ventre, comme ça, et il est couvert avec une petite serviette. Si vous-même, vous n'êtes pas confortable pour avoir votre bébé en peau à peau, ça peut être le papa ou la personne qui vous accompagne qui peut prendre le bébé en peau à peau, et c'est super important. Le clampage du cordon. Donc, vous savez que le bébé est rattaché à votre placenta par un cordon. Au moment où votre bébé est posé sur vous, le cordon est toujours rattaché au placenta, puisque le placenta est toujours à l'intérieur de votre utérus. Maintenant, on sait que c'est bénéfique d'attendre que le cordon ait cessé de battre avant de le couper. C'est quelque chose qui est relativement récent. Avant, on se précipitait un petit peu pour couper le cordon. Maintenant, on sait que c'est intéressant de garder ce lien avec le placenta, puisque le bébé reçoit encore de l'oxygène via le placenta, tant que le cordon continue à battre. Et donc ça soutient aussi son adaptation à la vie extra-utérine. Donc on a du temps pour couper le cordon. On sait qu'on peut attendre une dizaine de minutes avant de couper le cordon. Donc il n'y a pas d'urgence en fait à faire ce geste. Et c'est pour ça que je vous dis, profitez bien de ce moment de la naissance. Le pot à pot, il est recommandé pendant les 2 heures qui suivent la naissance. Vous voyez, donc on a du temps avant d'aller faire les premiers soins, avant de peser votre bébé, avant de le mesurer, avant de donner la vitamine K. C'est pas urgent. Donc ça aussi, discutez-en avec votre équipe. Comment est-ce qu'on va pouvoir respecter ce timing de la naissance? Comment vous allez pouvoir vivre pleinement ces instants qui sont uniques avec votre bébé? Si votre bébé est recouvert de vernix, donc c'est une petite pellicule grasse et blanche sur la peau, c'est pas nécessaire de l'enlever parce qu'en fait c'est bénéfique, c'est gras et ça vient nourrir sa peau. Plus le bébé est né tôt, plus il va être recouvert de vernix. Donc on peut lui laisser. Je parlais du pot à pot. En quoi le pot à pot c'est intéressant? Ça a plusieurs vertus. Déjà, ça favorise l'allaitement maternel, parce que votre bébé il va reconnaître votre odeur, donc il va sentir l'odeur du mamelon. Ensuite, ça permet de réguler sa température. Donc c'est vraiment la température, c'est le sujet. Un grand sujet pour les bébés à la naissance, parce qu'il a vécu pendant toute sa vie intra-utérine à votre température, et puis là, il arrive dans un environnement où il fait plus froid, et donc il va devoir maintenir sa température corporelle. Donc quand il est sur vous, sur un autre adulte en peau à peau, ça l'aide à maintenir cette température. Ensuite, ça régule aussi sa glycémie, donc le taux de sucre dans son sang. Ça favorise son apaisement, parce qu'en fait, il entend votre rythme, vos battements cardiaques. Donc pour lui, la transition, elle est moins violente avec la vie intra-utérine. Et aussi, ça favorise la création de son système immunitaire. Donc il y a plein de vertus dans le pot à pot. Donc par tous les moyens, essayez d'en profiter et de le favoriser absolument. Donc la délivrance du placenta, c'est la dernière phase de l'accouchement. C'est important, dans le cadre d'un accouchement physiologique, de se rappeler que les hormones font leur travail, donc on n'est pas pressé pour cette délivrance du placenta. Elle peut avoir lieu dans la demi-heure, voire dans l'heure qui suit la naissance. Et tant que l'utérus est contracté, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe dans la physiologie? C'est quand le corps de la maman a compris que le placenta n'était plus nécessaire, que le bébé était capable de s'oxygéner tout seul. Donc le cordon va s'arrêter de battre et les pressions sanguines vont changer, ce qui va permettre un décollement du placenta. Vous allez sentir que le placenta tombe au niveau du col de l'utérus. Donc il y a un poids. Le placenta, il pèse un certain poids. Il tombe sur le col. Et là, vous allez sentir à nouveau cette envie de pousser. Vous allez pousser doucement et la professionnelle de santé va pouvoir vous aider à tracter un petit peu le cordon pour aider le placenta
à descendre. En France actuellement, on fait souvent une injection d'ocytocine pour aider le placenta, pour aider l'utérus à se contracter et donc le placenta à se décoller plus vite. C'est un point à discuter dans votre projet de naissance. Voilà. Sachez que dans le cadre de la physiologie, cette pratique peut être discutable. Après la délivrance, la sage-femme va vérifier que votre utérus est bien contracté. Votre utérus, il va se contracter en plus au moment où votre enfant va faire la mise au sein. Vous vous souvenez, l'ocytocine, elle agit sur les contractions de l'utérus, elle agit sur les contractions des glandes mammaires. Donc quand on allaite, il y a une sécrétion d'ocytocine qui va faire contracter l'utérus. Donc ça va aussi aider pour le postpartum, pour remettre l'utérus en place. Comment ça se passe cette première tétée? C'est un moment assez extraordinaire quand on laisse du temps au bébé. Et je pense que c'est relativement rare qu'on se donne vraiment le temps de voir comment le bébé met en place toutes ses compétences. Votre enfant, il a des compétences extraordinaires. Ça fait plusieurs semaines qu'il se prépare à prendre son premier souffle, donc par le cortisol qui a été sécrété, par l'essorage pulmonaire à la naissance, par la sécrétion de surfactant, qui est un tensioactif qui vient ouvrir ses alvéoles pulmonaires. Mais il est aussi équipé de réflexes archaïques, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'on connaît souvent la marche automatique, quand on voit les bébés qui ont ce réflexe de marche. Mais il y a d'autres réflexes qui sont super importants et qui vont permettre l'allaitement, qui vont permettre cette première tétée. Donc le bébé, guidé par son odorat, va mettre en place un réflexe de réaptation, on appelle le crawling, qui va lui permettre de ramper vers le sein de sa maman, grâce donc à l'odeur qui se dégage de l'aréole de la maman. Le grasping, c'est qu'il a un réflexe d'agrippement, donc au niveau des pieds et au niveau des mains, qui vont l'aider à avancer vers le sein. Et puis évidemment la succion qui se met en place pendant la grossesse, parce qu'on peut déjà avoir des bébés qui têtent leur pouce sur les échographies. Et donc la succion, elle est déjà en place et elle va pouvoir se mettre en route. Donc ce que je vais vous dire en conclusion de cette partie sur l'accouchement, c'est qu'évidemment c'est un processus qui est complexe, mais quand on laisse la physiologie se faire, les choses en fait se font de manière tout à fait normale et sans encombre. Et du coup, elles permettent à l'enfant de naître dans les meilleures conditions et de pouvoir réaliser aussi cette première tétée, guidée par ses propres réflexes. Donc, je vous encourage à noter certains points qui ont pu vous interpeller, ou peut-être qui n'ont pas été clairs, ou au contraire des choses qui pour vous ont été lumineuses, et voilà, à revenir dessus et pouvoir échanger ensemble sur cet accouchement, ces étapes, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui est plus complexe, moins évident, et je vous invite à du coup en parler avec nous pendant les lives.